Et c'est l'heure de votre rendez-vous santé comme chaque semaine. Lundi a débuté l'opération Moi sans tabac pour la 6e année consécutive. En vous inscrivant sur le site internet Moi sans tabac, d'ailleurs, vous bénéficiez d'outils, de conseils pour vous aider à écraser cette dernière cigarette. Pour en parler, j'accueille le docteur Catherine Derochet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable de l'unité addictologie au centre hospitalier de Cannes. D'abord, question qui paraît évidente, mais c'est essentiel, des campagnes de santé publique comme celle du Mois sans tabac? Oui, il est très important de rappeler chaque année au cours de ce mois sans tabac qu'il est important d'arrêter de fumer. Je pense que vous avez présenté quelques chiffres qui montrent que le tabagisme tue encore beaucoup de personnes. Alors justement, on va les regarder ces chiffres. Le tabac, c'est encore en France aujourd'hui 75 000 décès chaque année, dont près de 6 700 dans la région sud. 32% des adultes en région sud sont des fumeurs, soit un adulte sur trois. Et nous sommes même d'ailleurs la région où l'on fume le plus. Alors il n'y a pas forcément des écarts énormes entre les régions, mais quand même, c'est dans la région sud qu'il y a le plus de fumeurs. C'est important de le rappeler que le tabac tue toujours. Ça paraît être une évidence, mais finalement, on n'en parle peut-être pas tant que ça. Est-ce qu'il faut le rappeler? Oui, c'est très important de le rappeler, et surtout qu'on aura tendance, alors peut-être le tabac est moins banalisé qu'avant, mais il faut le sortir de cette norme. Le tabac, alors il y a quand même eu une réduction globale du tabagisme en France depuis quelques années, peut-être à l'occasion effectivement de tout ce qui a été mis en place au cours de la loi. Il y a eu des lois qui ont permis d'arrêter de fumer dans les lieux publics, le paquet neutre, enfin, il y a des mesures qui ont permis la réduction du tabagisme. Mais vous voyez, 32% en région PACA, c'est quand même, effectivement, comme vous le dites, le plus fort pourcentage en France. Alors, est-ce qu'à l'occasion du mois sans tabac, vous avez davantage de consultations de personnes qui ont envie d'arrêter de fumer? Non. Non, il n'y a pas eu plus de demandes d'inscription, enfin de consultation, mais il faut savoir effectivement que cette consultation existe maintenant, depuis de nombreuses années sur les hôpitaux et en particulier à l'hôpital de Cannes. Je peux vous en parler parce que c'est là où je suis. Et nous avons une activité importante sur ces consultations de tabacologie tout au long de l'année. Quel est le profil des patients qui viennent vous voir, qui vous disent j'ai envie d'arrêter de fumer? C'est souvent des gens qui fument depuis très longtemps. Quel est le profil type finalement de... Alors, je ne pense pas qu'on puisse déterminer un profil type. Mais c'est vrai que les jeunes, par exemple, ne vont pas venir systématiquement demander de l'aide. Les personnes les plus jeunes, c'est peut-être autour de la grossesse. Lorsqu'il y a une difficulté de mise en route d'une grossesse, ça peut être important que le couple soit dans la démarche d'arrêt du tabac. Mais la moyenne d'âge des personnes qui viennent nous rencontrer, c'est autour de 45 ans, donc 45-50 ans. Donc plutôt profil ancien fumeur et Oui. Très gros fumeur. Alors, très gros fumeur, je ne sais pas. Je ne sais pas comment on peut déterminer gros fumeur et... Ah bah ça, j'ai presque envie de poser la question au médecin que vous êtes. Qu'est-ce que c'est être un gros fumeur? Il n'y a pas gros fumeur. Il n'y a pas gros fumeur, même c'est pas forcément le nombre de cigarettes, par exemple, parce qu'on pourrait penser qu'un gros fumeur, c'est quelqu'un qui fume beaucoup de cigarettes. Oui, c'est pas le cas. Alors, c'est pas forcément le cas. Il faut savoir que même 2-3 cigarettes par jour donnent des problèmes de santé. Autant, avant, on avait tendance à dire effectivement quand on fume beaucoup, mais ce qui est dangereux pour la santé, c'est le nombre d'années de tabagisme. Donc, même si on fume 2-3 cigarettes par jour... Mais pendant 20 ans, ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts, oui. Est-ce qu'on fait aujourd'hui assez de prévention auprès des jeunes sur la cigarette? Alors, on essaye de faire de la prévention, mais faire de la prévention, c'est pas facile. À quel moment on va faire de la prévention? Est-ce qu'on va en faire avant le lycée, avant le collège, en primaire? On n'a pas vraiment de repères et la prévention est très difficile. La prévention, ça voudrait dire qu'ils n'entrent pas dans le tabagisme. Et à ce moment-là, ça veut dire que peut-être la vente de tabac aux mineurs est interdite en France. Sauf qu'en fait, il n'y a pas vraiment de respect de cette loi. Donc il faudrait déjà commencer par faire appliquer strictement la loi sur la vente de cigarettes aux mineurs. Voilà, par exemple, il y a un certain nombre de buralistes qui vont vendre au moins de 12 ans et un pourcentage plus élevé qui vont vendre au moins de 17 ans. Quels conseils pratiques on peut donner pour arrêter de fumer? Parce que c'est vrai que quand on veut arrêter de fumer, on ne va pas forcément faire la démarche de consulter, alors qu'on serait tout à fait légitime à le faire. Mais si on ne fait pas la démarche de consulter, est-ce qu'on peut déjà donner quelques conseils assez simples et assez pratiques sur comment s'y prendre? Alors, comment s'y prendre? Déjà, si la personne souhaite arrêter de fumer, c'est déjà presque la moitié de la motivation. Voilà. Ce qui est important, effectivement, c'est la motivation. La raison pour laquelle la personne veut arrêter de fumer. Donc, à partir de là, on peut dire que dans le tabagisme, il y a 3 types de dépendance. Il y a une dépendance gestuelle, rituelle, d'habitude. La partie affective, où il va y avoir une partie à la fois parfois de plaisir. Le tabagisme relève du plaisir. Parfois la gestion du stress. Et la partie dépendance physique à la nicotine.
Donc pour nous, soignants, c'est vrai que lorsqu'on amène de la nicotine, ça permet d'être plus confortable dans son arrêt du tabac. Mais cette part-là, parfois, elle n'est pas nécessaire. Si la personne a suffisamment de motivation, de raison... On n'est pas obligé de passer par le patch. Non, ce n'est pas obligatoire, mais la plupart du temps, ça permet d'être plus confortable. Et souvent, les patients qui viennent vous voir, justement, est-ce qu'il y a un élément déclencheur? Si ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'ils fument, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui déclenche cette envie d'arrêter en général ou pas forcément? Alors, c'est parfois, lorsque c'est la personne qui vient pour elle-même, c'est quelque chose qui va, comme je vous disais, quelque chose d'important. Mais souvent, ils sont adressés soit par l'entourage, soit parce que le cardiologue, le pneumologue, le chirurgien vasculaire a dit il faut aller arrêter de fumer. Et là, c'est pas leur propre motivation. Donc, trouver sa motivation, c'est donc par exemple le côté financier. Ça, c'est quelque chose qui est très simple pour faire. Quand on fume un paquet par jour pendant un mois, ça coûte 300 € par mois. Donc, c'est peut-être de réfléchir à ce qui est positif dans l'arrêt et négatif dans la poursuite du tabagisme. Alors, est-ce qu'il vaut mieux arrêter d'un coup ou est-ce qu'on peut arrêter petit à petit? Ça dépend du fumeur. Chacun va faire comme il peut. Donc, il y a effectivement la possibilité de réduire progressivement le nombre de cigarettes jusqu'à l'arrêt total. C'est vraiment l'arrêt total. Après, la personne va choisir, parce que pour elle, ça va être plus facile, de faire un arrêt brutal. Donc c'est vraiment, on ne peut pas imposer. En addictologie, je crois qu'il faut vraiment suivre le patient là où il veut aller, et c'est la façon dont il veut le faire, ça sera la meilleure pour lui. Oui, et même si on craque, c'est pas grave, chaque arrêt du tabac est utile. Ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu et qui est juste. Oui, c'est vrai. Ça veut dire que chaque fois que la personne a arrêté, il a pu constater que c'était possible d'arrêter de fumer. Et le plus dur dans l'arrêt du tabac, c'est à la fois l'arrêt et ensuite maintenir l'arrêt. Il y a deux phases difficiles. Alors, est-ce qu'il y a des idées reçues que vous entendez en consultation? Je pense par exemple au sport, l'idée que ça décrasserait les poumons, alors que pas du tout. Non. Et vous entendez ce type d'idées reçues parfois? Oui, bien sûr. Moi, je suis sportif, donc c'est bon, je fume, ou moi, j'arrête quand je veux. Et ainsi de suite, oui, bien sûr. Et sur le vapotage, quelle est votre position? Est-ce que vapoter, c'est un moindre mal? Alors, tout à fait, c'est un outil de réduction du risque. C'est-à-dire que le vapotage, c'est un outil qui permet de continuer à avoir ce geste qui rassure sans les toxiques. On est certain aujourd'hui que vapoter, c'est pas toxique. Alors, en fait, il n'y a pas de combustion. Le vapotage, c'est un liquide qui est vaporisé dans un petit objet. Et il n'y a pas de combustion. Et le danger dans le tabac, c'est d'inhaler de la fumée avec tous les toxiques contenus. Donc, sur une toxicité, le tabac, on est sûr qu'il est toxique à 100%. Et sur le vapotage, on ne peut pas dire 0, mais on va dire 5% peut-être de toxicité. Donc c'est une vraie on sait déjà que de réduction. C'est mieux. On n'est pas sûr. Il vaut mieux s'en passer si on peut, mais c'est quand même mieux. On évoquait tout à l'heure le tabagisme pendant la grossesse. Ça, c'est vraiment un motif de consultation. On peut dire que ça devient vraiment un problème plus aigu quand on est une femme enceinte. Comment est-ce qu'on prend en charge justement une femme enceinte qui est aussi fumeuse? Alors, c'est exactement pareil que toute population qui va venir consulter. Lorsque la femme est enceinte, si elle décide d'arrêter elle-même, ça peut être comme hors grossesse, mais elle va pouvoir bénéficier, par exemple, en particulier à l'hôpital de Cannes, de consultations avec une sage-femme. On sait qu'au 3e trimestre de grossesse, il y a encore 16% des femmes qui fument. Et il y a des retentissements à la fois sur la grossesse. Même si on fume très peu pendant la grossesse. Même si on fume très peu. Voilà. Il est arrivé dans les idées reçues que certains gynécologues disaient, mais peut-être disent encore, vaut mieux fumer 2-3 cigarettes que d'être énervé. Non, c'est faux. C'est vraiment 0 pendant la grossesse qui serait... Donc un double accompagnement avec une sage-femme. Après, j'imagine aussi qu'il y a l'idée de ne pas être dans le jugement de valeur, de ne pas être dans la culpabilisation non plus des femmes, parce que parfois ça peut être aussi très compliqué d'arrêter de fumer du jour au lendemain. Oui. Donc il y a aussi tout cet accompagnement-là. Quel conseil justement vous donnez à une femme qui est très grosse fumeuse, qui vient vous voir, qui est enceinte et qui vous dit je ne sais pas comment arrêter, pour moi c'est insurmontable? Jamais vous lui direz continuer à 2-3 cigarettes par jour. Non. C'est vraiment tabac 0 pendant la grossesse, si elle le peut, bien évidemment. Après, il y a la possibilité d'avoir des prescriptions de substituts nicotiniques qui ne sont pas du tout contre-indiqués pendant la grossesse et qui permettent d'être plus confortable pendant cet arrêt. C'est vrai que la période de la grossesse, c'est le moment on va dire, où il y a une sorte d'urgence à arrêter de fumer pendant ce temps-là. Et une dernière question, d'un mot rapidement, les conséquences sur le fœtus, quelles peuvent être? Voilà, disons que c'est un petit poids de naissance, la plupart du temps, avec des accouchements prématurés.
il n'y a pas vraiment de malformations liées à la consommation de tabac, mais c'est peut-être des petits poids de naissance et des bébés plus fragiles ensuite. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, docteur Catherine Derocher. On espère que certains, peut-être qui nous regardent ce soir, se seront dit, bah voilà, c'est le bon moment, c'est le déclic. J'écrase ma dernière cigarette ce soir, alors que se déroule en ce moment, ce mois de novembre, le mois sans tabac. Je rappelle que vous êtes responsable de l'unité addictologie au centre hospitalier de Cannes. Merci à vous. Merci. Restez avec nous dans un instant, on vous racontera cette histoire à peine croyable, celle d'un Cannois victime d'un escroc en série. Un homme originaire de La Réunion qui se faisait passer pour un proche du joueur Dimitri Payot. La victime, le Cannois